Bienvenue pour cette nouvelle plongée en profondeur au cœur de nos sources. Aujourd'hui, on s'adresse surtout à celles et ceux qui ont le nez dans les fiches de paie ou qui se forment pour en faire leur métier. Exactement, oui. Et en s'appuyant sur un très bon article technique du blog La Paix Facile, l'idée c'est de maîtriser un dispositif hyper spécifique, le fameux congé de présence parentale, le CPP. Parce que, au-delà d'une simple ligne absence sur le bulletin, c'est d'abord une réalité humaine souvent bouleversante. Ah, c'est sûr que derrière les calculs froids, il y a des salariés qui traversent une épreuve personnelle vraiment lourde. Et toute la subtilité de la paix, elle est là en fait. Appliquer le droit avec une précision chirurgicale, tout en gardant une vraie dimension empathique. Le CPP, c'est vraiment l'illustration parfaite de cet équilibre. Bon, alors, décortiquons ça. Le point de départ a l'air assez logique. Un parent a besoin de s'arrêter pour s'occuper de son enfant de moins de 20 ans qui est gravement malade, handicapé ou accidenté. Mais en lisant les sources, il y a un truc qui saute aux yeux. Oui, les conditions financières. C'est ça. L'enfant lui-même doit répondre à des critères très stricts pour que le parent y ait droit. Et ça, c'est un détail qui échappe souvent à un service RH. L'enfant ne doit pas percevoir un salaire supérieur à 1 104,25 € brut par mois. Et surtout, il doit toucher aucune allocation logement ou familiale à titre personnel. Donc ça verrouille vraiment l'aide pour les familles où l'enfant est... Où l'enfant est à charge totale, oui. Ça cible la dépendance financière absolue. Une condition d'ancienneté. Un salarié qui a signé son contrat la veille y a droit. Le point vraiment crucial à retenir pour la gestion des ressources humaines, c'est le caractère absolu de ce droit. D'accord. Un employeur n'a tout simplement pas le pouvoir de refuser ou même de reporter un congé de présence parentale. C'est automatique. La mécanique du temps alloué, d'ailleurs, elle est assez unique aussi. C'est pas une longue absence d'un seul bloc. C'est plus comme un compte en banque dans lequel le salarié peut piocher. La source parle d'un crédit de 310 jours ouvrés, ce qui fait environ 14 mois, je crois, à utiliser sur 3 ans. Cette flexibilité, elle est vitale. Le parent peut prendre des journées entières ou juste des demi-journées selon le rythme des traitements médicaux. Par contre, administrativement, ça demande un vrai suivi. Le délai de prévenance initial, il est de 15 jours avec un certificat médical. Oui, normal. Mais ensuite, pour poser les jours fractionnés, le salarié doit prévenir l'employeur juste 48 heures à l'avance. Seulement 48 heures. Mais j'imagine que dans certaines situations critiques, c'est même impossible. L'article mentionne d'ailleurs que ce délai peut carrément tomber à 0 en cas de dégradation soudaine de la santé de l'enfant. Un préavis de 0 jour, c'est le genre de truc qui donne des sueurs froides à n'importe quel gestionnaire de planning, ça. Ah c'est le chaos assuré sur le tableau de service, ça c'est clair. Mais face à l'urgence absolue, le droit du travail privilégie logiquement l'accompagnement de l'enfant. Donc le congé démarre immédiatement. C'est rassurant. Et pour renforcer ce filet de sécurité, si l'enfant fait une rechute au bout des 310 jours, ce crédit, il peut être renouvelé une fois. On parle alors de 620 jours potentiels. Ah oui, quand même. Et alors la question fatidique de la fin du mois. Sur le bulletin de paie de la personne absente, comment ça se traduit concrètement cette flexibilité ? Eh bien, le contrat de travail, il est suspendu. Donc l'entreprise arrête de payer le salarié pour ses jours d'absence. Sauf si une convention collective prévoit mieux, évidemment. La ligne affichera une absence non rémunérée. Pour compenser, c'est l'État qui prend le relais via la CAF ou la MSA pour le secteur agricole. D'accord. C'est eux qui versent l'allocation journalière de présence parentale, la JPP. Exactement. À titre d'exemple, au 1er janvier 2025, c'est un forfait fixe d'environ 65,80 € par jour. Mais le risque en voyant un salarié disparaître des radars de la paix avec un contrat suspendu, ce serait peut-être de le considérer comme hors de l'entreprise pendant 1 an ou 2 ? Ça, c'est le grand classique. Le piège pour les débutants. Même si le contrat est suspendu et non rémunéré tout ce temps, compte intégralement pour l'ancienneté. Les droits au compte personnel de formation continuent de s'accumuler normalement et en prime, le salarié bénéficie d'une protection renforcée contre le licenciement. Donc il reste vraiment un membre à part entière de l'équipe. C'est exactement ça. C'est fascinant de voir à quel point bien maîtriser ces règles, ça permet d'offrir un filet de sécurité fiable à quelqu'un qui en a désespérément besoin tout en gardant une comptabilité irréprochable. Tout à fait. Et pour clore cette analyse, nos sources soulèvent un dernier point assez redoutable pour l'organisation interne. Un salarié en congé de présence parentale peut décider de revenir travailler plus tôt que prévu. Ah bon ? Oui, et il lui suffit de donner un préavis d'1 petit mois. Alors on peut imaginer l'impact pour un service RH qui avait embauché un remplaçant ou réorganisé tout un département pour pallier une absence prévue sur 3 ans. Un vrai casse-tête, oui. Le retour anticipé avec obligation de fournir un poste équivalent et le même salaire, c'est une sacrée énigme de gestion d'effectifs sur laquelle méditer.